Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Jacques Bergier, l'une des voix fortes du XXe siècle. Nicole Bamberger. Journaliste et auteur. Jacques Bergier, ou l'une des voix fortes de la seconde moitié du XXe siècle, inoubliable, impossible à étouffer. Dès 1960, Le Matin des magiciens, son discours, ses récits s'imposent. Aucun auteur autant que lui ne sait convaincre, ouvrir les esprits, obliger ses lecteurs à faire table rase de tant de leurs idées reçues, les rappeler dans le même mouvement intellectuel à la crainte des fausses croyances, au danger des fanatismes. Club de lecture, réseau de la revue Planète se multiplie autour de son nom, autour de ce qui devient et apparaît une manière de rassembler, une façon de relire l'histoire, un désir de mieux appréhender et comprendre. Signe particulier de Jacques Bergier, un don de convaincre. Entre le public et lui, une connivence immédiate s'établit qui va vite faire de ce philosophe polyglotte, de cet érudit rescapé des camps de la mort, l'un des gourous reconnus par des assistances multiformes. On l'écoute, à défaut souvent de l'entendre. M'entendre annoncer pour ma part, en 1973, que j'allais avoir à rencontrer, à l'occasion du mariage de Claudine Brelet dont nous serions l'un et l'autre témoins, ce Jacques Bergier qui me semblait venir d'un autre monde m'avait empli d'étonnement. Je n'imaginais pas que mon chemin puisse croiser celui de cet inspiré, de ce puits de connaissances, totalement extérieur me semblait-il à notre réalité quotidienne. Je l'ai écouté parler toute une soirée de printemps dans un jardin de Saint-Mandé, parler très vite, très aisément avec chaleur. Je l'ai entendu survoler les questions posées par son auditoire, dominer les problèmes, aplanir les différends. Serein, ou plutôt apparemment pressé de voir et savoir résolu les problèmes posés à lui. 30 années après la disparition de Jacques Bergier, alors que l'on ne parle plus de lui ou presque, mais que le monde explose jour après jour, de phénomènes prévus et même annoncés par des prophètes tels, jugés non crédibles par le public comme par les scientifiques officiels, pas un mot de ces idées ne semble contredit par la réalité. Nous vivons dans un monde du secret, écrivait-il en 1974, où le pouvoir et le savoir s'occultent. Quant à ces livres multiples, aujourd'hui transformés en cendres par la volonté de puissances successives, cette multitude d'ouvrages désignés comme livres maudits et volontairement brûlés, détruits, supprimés par les puissances de monde, comment les remplacer? Aucune trace aujourd'hui. Des manuscrits millénaires de la bibliothèque d'Alexandrie, anéantis par les flammes jusqu'à destruction totale, aucune trace de dizaines de manuscrits brûlés par ordre des autorités civiles ou religieuses depuis les premières années de notre ère jusqu'au siècle dernier. Jacques Bergier était de ceux qui combattent les brûleurs de livres, qui soutiennent les vrais philosophes, qui militent en faveur de la pensée libre, dans le refus des censures et des interdictions. Il nous manque. Jacques Bergier et l'esprit de résistance. Claudine Brelet. Anthropologue, ancien membre du personnel de l'OMS, écrivain et Didier Pingry. Maître d'arts martiaux et éducateur sportif. Prendre la parole, écrite ou orale, à propos d'amis célèbres ou non, mais disparus, m'a toujours semblé incroyablement difficile, non que j'hésite entre l'œuvre et la vie, ou bien le parcours et la personnalité, mais peut-être parce que l'anthropologue que je suis devenu, stimulé par les écrits de Jacques Bergier, vit ses amitiés à l'africaine. En Afrique, comme d'ailleurs en Égypte antique, la mort, c'est-à-dire la disparition totale et radicale des proches, est inconcevable. Profonde sagesse, car ceux qui nous ont donné la chance de grandir ne disparaissent jamais vraiment de notre propre vie en continuant de nous nourrir intellectuellement ou spirituellement. Me sentant incapable d'écrire un hommage à ce grand esprit et ami que Jacques Bergier fut pour moi, comme s'il fallait me confronter à son anéantissement alors qu'il reste toujours présent tel un maître de vie. Comme l'écrit si joliment Janine Modlinger, j'ai demandé à Didier Pingry de m'aider à sortir d'un certain silence. Maître d'arts martiaux et éducateur sportif, Didier apprécie particulièrement l'œuvre de Jacques Bergier dont nous parlons souvent. Partager des valeurs communes et s'interroger ensemble est plus créatif que de ruminer seul dans la tristesse et la nostalgie, souvent au rendez-vous des hommages à ceux dont l'on ne veut jamais vraiment croire à la totale disparition. Évoquer la personnalité de Jacques Bergier, seul devant l'écran de mon ordinateur, me ramène à ce 23 novembre 1978 où je filais en trombe vers le petit appartement de Jacques, là où sa sœur Isabelle Vichniac, depuis Genève où elle était correspondante du journal Le Monde auprès de l'ONU,
m'avait demandé de me rendre aux nouvelles. Seul au milieu des piles de livres entourant ce grand lecteur, reniflant des larmes de quasi-orpheline au chevet de sa dépouille mortelle, je m'étais alors juré intérieurement de rester fidèle à ce que j'admirais le plus en lui, sa grande bonté, son humanisme critique, son humour pétillant et son esprit de résistance. Résistance, que signifie ce mot ? Ce terme vient du verbe latin résistereux, insistant sur la posture de sto, ster, se tenir droit, debout, et son préfixe reux signifiant retour, répétition. Résister désigne donc le refus d'un changement imposé et une force d'opposition, mais aussi une unité de mesure de l'aptitude d'une matière à s'opposer au passage d'un courant, électrique, ou politique, un conducteur d'électricité utilisé pour produire de la chaleur, ou encore la capacité à supporter des contraintes physiques ou morales. Ce terme définit parfaitement les capacités qui firent de Jacques Bergier un homme hors du commun. C'est en pensant à ces synonymes, endurance, refus, téacité désignant des postures physiques aussi bien que psychologiques, que me vint l'idée de faire appel à un maître d'arts martiaux pour débrouiller le fil d'Ariane conduisant à ce maître en esprit de résistance que fut Jacques Bergier. Si. B. Didier Pingree, où, quand et comment as-tu rencontré Jacques Bergier ? Claudine Brelet. Ma première rencontre avec Jacques Bergier eut lieu à Valoris par le truchement du Matin des magiciens que m'offrirent, au printemps 1961, les céramistes Micheline et André Beau. M'ouvrant chaque année un peu plus au monde des arts, mes vacances chez eux prirent parfois le chemin de ce qui allait devenir le réalisme fantastique. Les décors typiques des œuvres d'André Beau s'inspiraient de mouvements cosmiques, d'ondoiements de particules, symbolisant le passage du noir primordial à la lumière, comme le grand œuvre alchimique progressant de la putréfaction à la résurrection. Le Matin des magiciens avait déclenché un enthousiasme quasi général dans ce village d'artistes dont certains, sans pour autant brûler leurs meubles afin d'alimenter leur four à l'instar de Bernard Palissy, mariaient leur technique chimique des argiles et des émaux à une approche philosophique de la nature que n'auraient pas renié les anciens alchimistes. Picasso, dont l'alter ego le plus connu fut, dit-on, l'arlequin classiquement associé au dieu Mercure et à alchimie, ne régnait-il pas alors en maître des lieux sur Valoris ? L'avant-garde artistique qui se retrouvait dans ce qui était encore un charmant petit village provençal, avait d'ores et déjà éliminé nombre de conceptions esthétiques et scientifiques périmées depuis le siècle d'Auguste Comte. Au début des années 1960, les plaies laissées par les atrocités nazies n'étaient pas vraiment cicatrisées, mais une nouvelle civilisation semblait possible, bien plus consciente et bien plus respectueuse de la vie dans toute sa diversité. Certes, la menace d'une guerre totale planait sur l'humanité divisée en deux blocs, mais il semblait finalement que l'humour, la tendresse et l'espoir, à l'instar de ceux distillés par Jacques Prévert à l'heure de l'apéritif où se retrouvaient le soir tous ces artistes, finiraient par avoir raison du cynisme des fauteurs de guerre. Incarnant à sa façon un nouvel esprit de résistance, le Matin des magiciens débarqua dans ce climat artistiquement fertile, donnant raison à ceux qui pensaient alors bien plus intéressant de situer l'aventure humaine dans la totalité des temps, que de fomenter un suicide nucléaire collectif, et que l'homme a sans doute la possibilité d'être en rapport avec la totalité de l'univers. Les artistes sont souvent quelque peu visionnaires, et à Valoris presque chacun d'eux imaginait que l'exploration spatiale finirait par transformer la concurrence entre l'URSS et les USA en un véritable partenariat, générateur de paix dans le monde. Didier Pingree. Tu me dis un jour que c'est la lecture du Matin des magiciens qui avait déclenché ta vocation d'anthropologue. Pourquoi ? Claudine Brelet. J'ai eu une sorte d'électrochoc lorsque j'ai lu, dans le Matin des magiciens, que l'anthropologie promettait une compréhension moins biaisée de l'humanité que son histoire racontée par l'homme blanc. Le sort en fut jeté. J'atterris quelque temps plus tard au Musée de l'Homme où André Leroy-Gourand enseignait à l'Institut d'ethnologie, et au Collège de France pour y suivre les cours de Claude Lévi-Strauss. Oui, comme Jacques Bergier l'avait fort bien vu, une nouvelle école d'anthropologie était en train de naître et M. Lévi-Strauss n'hésitait pas à soulever l'indignation en déclarant que les Africains sont probablement plus forts que nous en matière de psychothérapie. Avec tout l'enthousiasme de mes 20 ans, je décidai de suivre la piste indiquée par le Matin des magiciens, persuadé que l'étude des civilisations anciennes et des peuples dits primitifs révélera peut-être des technologies véritables et des aspects essentiels de la connaissance. À un centralisme culturel,
succédera un relativisme qui nous fera apparaître l'histoire de l'humanité sous une lumière nouvelle et fantastique. Le progrès n'est pas de renforcer les parenthèses, mais de multiplier les traits d'union. Cette piste me conduisit 4 ans plus tard en Bulgarie. Stagiaire à l'Institut d'ethnographie de Sofia, j'y eus pour mentor le professeur Peter Petrov, grand spécialiste de la médecine populaire. Déjà en 1964, les Bulgares soumettaient à l'analyse scientifique les plantes et recettes de leur médecine ancestrale, pensant qu'il pourrait s'agir d'autre chose que de touchantes superstitions ou de coutumes pittoresques. Apprenant qu'une voyante faisait elle aussi l'objet d'une recherche scientifique très poussée et m'en étonnant, un membre éminent du parti me répondit : « Chez nous, tout phénomène, même apparemment irrationnel, doit être étudié selon les principes du matérialisme dialectique, car ce que l'on y découvrira pourrait servir au bonheur du peuple. » La science pragmatique de la Bulgarie socialiste avait de quoi déranger la vision que nos rationalistes avaient du matérialisme dialectique. Marcher sur le feu y était même autorisé lors de la célébration dans les campagnes de 2 hautes figures de l'Empire byzantin, Sainte Hélène et Saint Constantin. Didier Pingree : oui, mais tout cela ne nous dit pas quand ni comment tu as vraiment fait la connaissance de Jacques Bergier. Raconte. Claudine Brelet : Jacques Bergier s'était beaucoup intéressé à la recherche conduite derrière le rideau de fer sûr qu'il est convenu de nommer la parapsychologie. En Bulgarie comme en URSS, la recherche sur les phénomènes dits paranormaux n'y était pas soumise aux oukases, pour ne pas dire aux croyances et superstitions, des rationalistes, comme c'est encore parfois le cas en France. J'ai rencontré Jacques Bergier pour la première fois en 1965 dans les couloirs très animés de Planète où travaillait le journaliste Michel Camp, co-directeur avec Jean-Claude Romer de la revue de cinéma Midi Miné Fantastique, pour laquelle j'allais interviewer en Pologne le réalisateur Wojciech Has et Zbigniew Cybulski, acteur vedette du film Le manuscrit trouvé à Saragosse. C'est en 1968 que j'ai eu l'opportunité de vraiment discuter avec Jacques Bergier chez un ami commun, l'écrivain et folkloriste Claude Seignol. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jacques Bergier était loin d'avoir un physique d'athlète, mais d'emblée, j'eus l'impression très nette de rencontrer une grande âme, un véritable génie, un esprit tout à fait hors du commun. Habillé d'un petit corps bedonnant qui semblait épuisé, vêtu d'un costume flasque et sans âge, son regard pétillait d'humour et rayonnait de bonté. Paris émergeait à peine des événements de mai 68. J'y voyais un mouvement de résistance contre une étouffante pensée dogmatique. Mai 68 m'avait semblé porteur de cette nouvelle conscience annoncée par le Matin des magiciens, et relevé d'une révolution plutôt culturelle que politique. Je fus donc très étonné que Jacques Bergier n'y ait vu que l'action de gauchistes irresponsables trop bien nourris. Évidemment, au regard de Claude Seignol et Jacques Bergier, 2 résistants qui avaient vécu de plein fouet les horreurs du nazisme, la contestation 68arde pouvait sembler dérisoire. De plus, les livres de Jacques Bergier et ses interventions à la radio avaient sans doute fait exploser plus de verrous mentaux que les cocktails Molotov et pavés lancés depuis les barricades du quartier latin. Didier Pingree : as-tu discuté avec de la résistance avec Seignol et Bergier ? Claudine Brelet : oui, bien sûr. Les éditions Marabout venaient de rééditer Les Loups Verts, un roman de Claude Seignol inspiré de son histoire personnelle pendant la guerre. Inévitablement, la conversation s'orienta vers la résistance. Jacques Bergier évoqua alors les noms d'autres grands résistants qui avaient marqué l'histoire, notamment Giordano Bruno. Jacques Bergier avait une admiration certaine pour ce dominicain qui, condamné comme hérétique, périt brûlé vif sur un bûcher pour avoir proclamé que notre univers est infini et donc très probablement peuplé d'une quantité innombrable de mondes identiques aux nôtres. Bergier cita même Diderot qui avait inscrit Giordano Bruno dans l'encyclopédie comme un progressiste face aux despotes. Ne pouvant alors m'empêcher de penser à la longue histoire de la résistance en Bulgarie où j'étais retourné pour travailler sur le terrain un an auparavant, j'évoquais le Bogomił Vassil Vrach, lui aussi condamné au bûcher pour hérésie. J'eus alors la preuve vivante de la prodigieuse mémoire de Jacques Bergier. Non seulement, fait rarissime en dehors des Balkans, Jacques se mit à nous parler de l'hérésie Bogomił devenue le symbole de la culture, des aspirations et de la résistance du peuple bulgare lorsque l'Empire turc y porta le fer et le feu avec une cruauté sans pitié pendant quelques 5 siècles,
mais encore il évoqua le nom de plusieurs écrivains bulgares qui, tel Levski, surnommé l'apôtre de la liberté, dirigèrent la résistance dans laquelle entrèrent les Bulgares pour se libérer du joug ottoman, au XIXe siècle. Jacques Bergier était une véritable encyclopédie vivante. Une amitié indéfectible naquit de cette discussion, renforçant encore mon désir de découvrir d'autres manières de vivre et donc de concevoir le monde. L'esprit de résistance ne consistait donc pas à n'être qu'héroïque, en refusant de se laisser intimider par peur de souffrir, voire de mourir. Si Jacques Bergier incarnait désormais à mes yeux l'esprit de résistance, c'est qu'il impliquait des qualités humaines peu courantes mais constantes à travers l'histoire. Le courage, le sens de l'honneur et de la responsabilité, la liberté, la fraternité, l'humanisme et la tolérance, la conviction que rien n'est jamais perdu, la recherche de la justice. Ainsi, dès 1940, Jacques Bergier entra dans la résistance. Il fit partie du groupe des 3 ingénieurs, puis du réseau Marco Polo qui, à l'origine du bombardement de la base des V1 et V2 à Peenemünde, devint un exemple pour d'autres groupes de résistants. Arrêté par la Gestapo à Lyon en mai 1943, et bien que soumis à la torture à 44 reprises, il ne donna aucun nom de ses camarades. Il fut donc expédié dans la section Retour indésirable, du camp de concentration de Neue-Brem en Sarre. Transféré ensuite à Mauthausen, il y organisa aussitôt un nouveau réseau de résistance avec Franz Delem, un communiste allemand, et Grégory Fedorov, qui succéda à Beria en URSS après la guerre. Le camp de Mauthausen et son annexe de Gousseny furent les 2 seuls camps du système concentrationnaire nazi en Europe classés « camps de niveau 3 », c'est-à-dire les plus durs à l'intention des ennemis politiques incorrigibles du Reich. Mauthausen était plus particulièrement destiné à éliminer par le travail physique les intellectuels opposés au régime nazi. Jacques Bergier me raconta un jour comme, lorsque ses tortionnaires l'obligeaient à rester nu dans la neige pendant plusieurs heures, il s'évadait mentalement en faisant des mathématiques, suivant une technique de concentration mentale guère différente de celle pratiquée par les Tibétains et d'ailleurs, avec des résultats semblables car les flocons de neige fondaient au contact de son corps. Didier Pingree, c'est ce que les Tibétains appellent le feu de Tummo. Alexandra David-Néel en parle dans ses livres. Claudine Brelet, oui, il s'agit probablement du même genre de phénomène. Si Jacques Bergier s'est intéressé à ce que l'on nomme communément les pouvoirs de l'esprit, c'est peut-être parce qu'il s'est aperçu, sous la torture à Lyon puis dans les camps, que notre esprit nous permet de disposer de ressources habituellement inutilisées. Ainsi, il savait de quoi il parlait en affirmant que nous n'utilisons que 10% des capacités de notre cerveau. Jacques Bergier me raconta aussi qu'il lui arrivait de faire une sorte de voyage dans le temps, en se réfugiant pendant quelques secondes dans le passé pour se régénérer après les 3 ou 4 courtes heures de sommeil dont les nazis tiraient leurs prisonniers pour les épuiser, physiquement et moralement. Didier Pingree, bien sûr, c'était pour casser leur esprit de résistance. Mais en quoi les exploits de Jacques Bergier et de ses grands résistants ont-ils pu influencer ta vocation d'anthropologue ? Claudine Brelet, le mépris dans lequel les médecines traditionnelles étaient confinées dans les années 1960, notamment l'acupuncture dont les principes sont pourtant aussi complexes, voire plus que ceux de la médecine moderne, m'exaspérait. Il me sembla qu'étudier des pratiques jugées non scientifiques concernant la santé et démontrer qu'il s'agissait bien plus que de superstitions pittoresques, était une forme de résistance dans notre pays accablé par ce que le sociologue Alain Touraine nommerait, non sans humour, le poids de notre raison historique. Pour nous les anthropologues, de Margaret Mead à Michel Leiris par exemple, notre métier est indissociable d'un combat contre cette forme de totalitarisme qu'est l'ethnocentrisme. Comme le souligna aussi Germaine Tillion, si l'ethnologie qui est affaire de patience, d'écoute, de courtoisie et de temps peut encore servir à quelque chose, c'est à apprendre à vivre ensemble. Mépriser toute forme de culture autre que la sienne, c'est de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire du racisme culturel, et l'on sait où cela conduit. Entre autres qualités particulières, Jacques Bergier sut conserver un sens de l'humour, très déconcertant pour certains de ses visiteurs lorsqu'ils découvraient les gadgets, gags et bandes dessinées qu'il accumulait dans son bureau de Planète, sur les Champs-Élysées. Pourtant, ce goût de la plaisanterie ne témoignait-il pas d'une volonté, et peut-être d'un besoin profond, de accent aigu enchanter le monde après les épreuves des camps ? Bergier partageait son sens de l'humour et son goût de la dérision avec Pierre Dac,
autre célèbre résistant qui, lui, devint l'un des Français qui parlent aux Français, au micro de la BBC à Londres, dès octobre 1943. C'est ainsi qu'avec Pierre Dac, Jacques Bergier créa la Ligue de la matraque pour tous. Tourner en dérision un pouvoir totalitaire a toujours été un moyen efficace de résister à l'oppression. Le rire chasse la peur. C'est bien connu, et cela me fait aussi penser aux moyens qu'utilisa Germaine Tillion en écrivant une opérette pour faire rire ses camarades, et les aider ainsi à s'échapper mentalement de leur souffrance dans l'enfer de Ravensbrück. Face au repli identitaire, face à la violence qu'il entraîne et à l'émergence d'un nouveau centralisme culturel, déjà dénoncé tout au long du Matin des magiciens, je ne peux m'empêcher de penser que l'esprit de résistance, tel qu'il fut incarné par Jacques Bergier et tous ceux qui ont refusé de céder aux cruautés du totalitarisme nazi, semble singulièrement absent de notre société. Didier, en tant que maître d'arts martiaux, tu as une longue expérience de toutes sortes de formes de combat, et l'esprit de résistance fait pour toi partie d'une longue tradition familiale puisque ton père était lui-même entré dans la résistance après avoir été maître d'armes. Qu'en est-il aujourd'hui, selon toi, alors que la violence se banalise et que la mondialisation met au défi l'identité des uns et des autres? Didier Pingree, Jacques Bergier avait vu juste en attirant l'attention sur la désorganisation psychique de la société où l'amplification et la multiplication des informations entraînent de grandes difficultés à penser juste. Sur le terrain, il n'est pas rare d'observer deux bandes de jeunes d'origines différentes, prêtes à s'affronter parce que la veille, ils ont vu une émission de télévision montrant un conflit où, bien qu'à des milliers de kilomètres, ils reconnaissaient sur l'écran leur culture d'origine. Ces jeunes se sentent dans un état de résistance face à un ennemi, mais un ennemi supposé. Cette pléthore d'informations plus rapides, plus fragmentaires, plus confuses, pose la question de leur fiabilité, de leur sélection et de leurs impacts. Claudine Brelet, notre époque communique de plus en plus et transmet de moins en moins et surtout, de moins en moins de valeurs éthiques. C'est là sans doute que se situe le fond du problème. Que peut transmettre à ces jeunes une société où la richesse ne s'évalue qu'en termes de valeurs marchandes? Ne risque-t-elle pas, finalement, de ne générer que des prédateurs? À ton avis, que penserait Jacques Bergier de cette situation? Didier Pingree, Jacques Bergier nous a légué des intuitions, voire des clés, pour comprendre que les humains sont devenus prisonniers de la machine comme d'une matrice, d'où la pagaille qui règne parfois dans leur organisation psychique et d'où l'importance de les aider à comprendre et accepter la diversité dans laquelle la vie se manifeste. Ainsi, par rapport au sport basé sur la performance, l'art martial fait prendre conscience de l'espace vital et du temps vital, c'est-à-dire du temps et de l'espace propre à chacun. Cet art affine la justesse de perception, la capacité permettant de percevoir la qualité, la vérité enfouie au cœur des apparences, ce que les bouddhistes nomment la maya, l'illusion. Prévoir est important, martialement parlant. Seule une personne responsable et consciente d'elle-même peut décider d'une transformation et d'un engagement éthique. C'est pourquoi la répression s'oppose à la transformation. Jacques Bergier avait attiré notre attention sur ce nouvel événement qu'est la pollution psychique maintenant, ajoutée aux pollutions matérielles. Ne pas savoir vider sa poubelle intérieure produit des monstres, des tueurs potentiels. Claudine Brelet. Je pense que c'est à ce genre d'individu que Jacques faisait allusion lorsqu'il me dit un jour très sérieusement qu'il existe des humains sans âme. Le côté spirituel de la démarche alchimique réclame des qualités allant de pair avec celles qui ont fait de Jacques Bergier un grand résistant. Didier Pingree. Oui, certainement, le contenu symbolique des arts martiaux et la démarche alchimique ont en commun la prise en compte de la pensée et de l'intemporalité de la pensée. Lorsqu'on pense en termes de flux d'énergie, la maîtrise martiale ne s'obtient pas par la contrainte, mais par l'organisation des flux intra- et extra-psychiques. Un flux trop puissant conduit à l'explosion et inversement, un flux moins puissant à l'implosion. Il faut trouver un équilibre entre les deux, avancer sur la ligne médiane du Tao, trouver des instants de silence naturel. Cette alchimie intérieure, cette capacité de régénérer sa pensée est une sorte de méditation active permettant de se ressourcer. Claudine Brelet. Trouver ces instants de silence est plutôt ardu aujourd'hui, surtout pour des jeunes ayant une double, voire une triple culture, et avec un Walkman sur les oreilles. Didier Pingree. L'un des problèmes des jeunes, notamment dans les banlieues, est la contradiction entre le fait d'être, par exemple, français et musulman et de voir la France envoyer des soldats, donc des Français comme eux,
dans un pays musulman comme eux, par exemple en Afghanistan. S'ils devaient résister, ce serait par rapport à qui et à quoi? En ce sens, ces jeunes sont dans un état de dissociation qui peut évoquer le drame des malgré nous, ces jeunes d'Alsace-Lorraine enrôlés de force par les nazis, bien qu'aujourd'hui, beaucoup de guerres ne sont plus transfrontalières mais transplantées au loin. Cela nous renvoie encore aux arts martiaux parce que leur essence consiste à s'inventer soi-même face à une situation de crise, ce qu'a fait Jacques Bergier dans les camps. L'esprit de résistance, c'est ce qui fait naître un combat entre une autre personne ou un autre groupe. L'opprimé se bat, résiste afin d'être reconnu pendant que simultanément s'ajoute un... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.